Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé. Et à ce titre, j'étais à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, où je m'occupais plus particulièrement de la situation de l'enfance. J'ai ensuite travaillé sur une série d'objets comme la malbouffe, comme l'agression publicitaire, comme le harcèlement au travail. Et ma rencontre avec ce qu'on appelle les idées de la décroissance a été pour moi une façon de mettre de l'ordre à la fois dans mes pensées et dans mes engagements. Einstein disait toujours que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que nous aurons la tête formatée par l'économisme, c'est-à-dire par cette idée que plus serait forcément égal à mieux, on ira chercher la solution à l'ensemble des problèmes sociaux dans le toujours plus. Toujours plus de production, toujours plus de consommation, toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus grand. Les objecteurs de croissance ne sont ni des professeurs foldingues, ni des durs à jouir, qui se complairaient dans l'annonce imminente de la fin du monde. Nous disons pourtant qu'il faut en finir avec le culte de la croissance économique, avec le culte de la consommation, et pour cela, il suffit de cesser de refouler deux chiffres que nous connaissons tous déjà. Aujourd'hui, 20% des humains dont nous sommes s'approprient 86% des ressources planétaires. Imaginez que vous invitiez 4 personnes à votre table, vous avez un gâteau, vous faites 5 parts, vous mangez les 4 premières parts et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Voilà aujourd'hui la situation planétaire. Alors c'est pas très joli par rapport à nos grandes valeurs comme l'égalité ou la fraternité, mais ça serait pas forcément si grave si on pouvait avoir l'espoir d'un rattrapage possible. C'est-à-dire si le gâteau, le PIB mondial, pouvait encore grandir indéfiniment. Et c'est là où nous tombons sur le deuxième constat. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planète Terre ne suffirait pas. Il en faudrait un peu plus de 3 si on adoptait les standards de vie d'un Français, et presque 7 si on adoptait les standards de vie d'un Nord-Américain. Autrement dit, la croissance économique, le toujours plus, ce n'est pas la solution, ni bien sûr pour les pays riches, ni même pour les pays pauvres, qui devront inventer d'autres façons de satisfaire les besoins fondamentaux de l'humanité. Les objecteurs de croissance ne sont pas des partisans de la décroissance faute de mieux, même s'il était possible, surtout s'il était possible, de produire et de consommer toujours plus, ce serait une raison suffisante de le refuser pour pouvoir rester tout simplement des humains. Nous avons totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris, la démesure. Nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. Lorsqu'un individu, lorsqu'un enfant n'est pas capable de se donner des limites, il va les chercher dans le réel. C'est le développement des conduites à risque. C'est le développement de la toxicomanie ou du suicide. Mais lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable non plus de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources, c'est le réchauffement planétaire, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. La grande question pour le XXIe siècle, c'est pas de savoir quel va être le cours du baril de pétrole. La grande question, c'est de savoir comment faire pour renouer avec le sens des limites. Et pour ça, il faut en finir avec la dictature de l'économisme, avec cette idée que plus serait forcément égal à mieux. Et pour en finir avec l'économisme, eh bien, il faut faire primer la culture. Parce que la culture, c'est toujours ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques. Le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limite. Et puis, il faut renouer aussi avec la politique. Parce que la politique, c'est d'abord la définition de la loi. Ce qui pose bien sûr la question du contenu de cette loi. Est-ce que c'est une loi qui est faite dans l'intérêt du plus grand nombre, ou est-ce que c'est une loi qui est profitable à une petite minorité?
Je dirais que les vraies limites au toujours plus, elles ne sont pas d'abord techniques ou naturelles, elles sont humaines. Jusqu'où aller dans cette société sans péter les plombs? Jusqu'où aller dans ce que le grand romancier Miller appelle un enfer climatisé? La décroissance dont on parle, ce n'est pas une punition. La décroissance, ça marque le retour des partageux. Puisque le gâteau mondial, le PIB, ne peut plus grandir, la vraie question, c'est de changer sa recette pour pouvoir le partager. Parce que le gâteau actuel est totalement empoisonné, totalement indigeste. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on produit, comment, pour qui? C'est-à-dire pour satisfaire les grands besoins fondamentaux. Je ne suis pas venu à la décroissance parce qu'il y a le feu à la planète, même s'il y a le feu à la planète. Je suis venu à la décroissance parce que je suis amoureux de ce que les Amérindiens appellent le sumac kafsay, c'est-à-dire le buen vivir, la vie bonne. L'idée que cette vie que l'on a aujourd'hui est une vie qui ne nous permet pas de donner du sens à nos existences. Je n'ai pas le fétichisme des mots. Si le terme de décroissance vous semble trop rugueux, je dirais peu importe. Devenez objecteur de croissance, devenez anti-productiviste, devenez anti-consumériste, devenez partisan de la sobriété joyeuse, du convivialisme. C'est parfait. L'idée, c'est d'avancer ensemble pour pouvoir partager cette planète, je dirais non seulement avec les presque 7 milliards d'humains qui l'habitent pour l'instant, mais également avec nos enfants et nos petits-enfants. Vous l'avez déjà compris, la décroissance, c'est pas un discours écolo plus hard, plus dur que les autres. C'est la tentative de penser ce qu'il peut y avoir de commun entre une série de grandes crises. La crise environnementale, la crise sociale, la crise du politique, la crise de la personne humaine. Première crise, la crise écologique. Quand on parle de crise d'ailleurs écologique, c'est un peu court sur pattes. Ce qui nous menace, c'est pas simplement des dysfonctionnements passagers, c'est pas simplement que les étés seront un peu plus chauds, c'est tout simplement la possibilité même de poursuivre l'aventure humaine qui risque d'être remise en cause. Tous les indicateurs sont en train de virer au rouge. L'érosion de la biodiversité, par exemple. Prenez les travaux de la dernière convention internationale. Les experts nous rappellent que la Terre est entrée dans la 6e phase d'extinction des espèces. La 5e phase d'extinction des espèces, c'était il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures et de plus de 50% des espèces alors existantes. Ce qui est grave, c'est pas qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Ce qui est grave, c'est l'ampleur, la nature et le rythme de cette disparition. Un mammifère sur 4 est menacé. Un amphibien sur 3, un oiseau sur 8, un poisson sur 3. Et le Fonds agricole mondial nous dit que si on poursuit les tendances actuelles en matière d'agriculture, nous aurons perdu d'ici 50 ans près de 35% des variétés végétales et animales utilisées aujourd'hui pour l'alimentation humaine. Érosion de la biodiversité, pollution de l'eau, de l'air, des sols. Mais je crois que c'est essentiel de dire immédiatement que cette dégradation de l'environnement est toujours en même temps un facteur d'inégalité sociale. Ce sont les pays les plus pauvres qui, aujourd'hui, en sont les premières victimes. Et dans les pays riches, ce sont les populations des quartiers populaires qui connaissent les taux de pollution chimique, sonore, visuel les plus importants. Alors que les responsabilités sont totalement l'opposé. Un Américain consomme plus de 20 fois la quantité de gaz à effet de serre qu'un Africain, et un Français consomme 10 fois la quantité d'effet de serre que consomme un Amérindien. Mais je dirais que la grande question n'est pas celle de l'épuisement des ressources naturelles. Nous ne sommes pas menacés d'une panne sèche. Le système va trouver de quoi nous pourrir la vie pendant encore très longtemps. On le voit notamment avec les projets funestes d'exploitation des gaz de schiste ou demain les projets d'utilisation des nanotechnologies.
Je dirais que le même raisonnement vaut pour l'alimentation et pour l'eau. Vous savez sans doute que l'alimentation est classée aux États-Unis depuis 2005, problème de sécurité nationale, depuis que la CIA a établi que les aliments effectuent en moyenne 1700 km entre leur lieu de production et notre assiette. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à vivre tout à fait autrement. Et là encore, tous les chiffres ne sont pas tristes. L'OMS nous dit que 4% de la fortune des 250 plus riches de la planète permettrait de couvrir l'ensemble des besoins sociaux fondamentaux. Et Diouf, le patron du Fonds agricole mondial, nous dit que 30 milliards de dollars par an, 30 milliards de dollars suffiraient pour que plus personne ne crève de faim à l'échelle planétaire. Ces 30 milliards de dollars, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement, 1200 milliards de dollars. Le budget publicitaire mondial, 800 milliards de dollars. Et le marché des stupéfiants, 700 milliards de dollars. Et on vient de gaspiller des milliers de milliards de dollars pour tenter de sauver le système financier. On le voit, le problème, ce n'est pas un problème de croissance, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix de société, de choix